Donc bonjour à toutes et à tous. Je suis Myriam Victor et je suis ravie, de vous accueillir, à cette webconférence qui est à destination, des chefs d'entreprise, des RH, des élus de CSE et des délégués syndicaux. Et nous allons revenir sur, le Covid-19 en entreprise et je croise les doigts pour, qu'il s'agisse de la dernière webconférence sur le sujet parce qu'on en a eu quand même quelques-unes. Donc avant, d'entamer cette webconférence, je vais vous présenter en quelques mots, Jury Travail pour ceux qui ne nous connaissent pas encore. Donc Jury Travail, est le leader de l'information juridique en ligne. C'est tout d'abord un très grand nombre, d'articles sur l'actualité, juridique, mais c'est surtout un abonnement qui vous donne accès à une, base documentaire, juridique rédigée dans un langage clair. Cette, base documentaire vous donne également accès à de nombreux modèles de courriers ou de contrats, ainsi qu'à une équipe de juristes basée à La Rochelle qui répondent à toutes vos questions par téléphone. D'ailleurs, à la fin, de notre webconférence, nous vous communiquerons un lien, qui vous permettra de tester notre service en posant votre première question gratuitement à nos juristes. Alors, Jury Travail, c'est également un réseau d'avocats auquel appartient maître Léa Bollard, avocate au barreau de Paris, que j'ai le plaisir d'accueillir aujourd'hui. Bonjour à vous maître et merci beaucoup d'être parmi nous. Bonjour, bonjour à toutes, bonjour à tous. Je me présente, Léa Bollard, avocate au barreau de Paris. J'interviens principalement en droit du travail et je conseille les chefs d'entreprise et dirigeants d'entreprise, principalement de TPE et PME, mais également des syndicats et des élus au CSE dans le cadre de missions de conseil ou en cas de contentieux. Et je suis très contente d'être avec vous pour co-animer cette webconférence et j'espère vous apporter des éléments de réponse et des éclairages sur les nouvelles mesures à venir. Donc si vous souhaitez, poser, des questions au cours de la webconférence, je vous invite donc à les poser soit dans le chat, soit dans l'onglet, questions dans la partie située à droite de la vidéo. Et un grand merci à ma collègue, Marine qui répondra donc à vos questions en vous orientant vers des dossiers ou des articles sur notre site. Donc comme d'habitude, nous avions mis à votre disposition un formulaire en amont de cette webconférence afin de vous permettre de poser, toutes vos questions. Donc nous les avons transmises à notre invité qui va y répondre au cours de cette webconférence. Nous avons prévu 45 minutes et nous allons essayer de, nous y tenir et comme d'habitude, juste après, quelques jours après la webconférence, pardon, vous recevrez par email la vidéo. Et je vous communique également, les coordonnées de, maître Bollard. Si vous avez besoin de conseils, juridiques, n'hésitez pas à, la contacter. Donc vous avez son adresse mail et son numéro de téléphone portable. Donc toutes les questions, que vous nous avez envoyées ont été regroupées, sous différentes thématiques. Tout d'abord les aides de l'État, à savoir celles qui perdurent, qui ont été prolongées aujourd'hui. Ensuite, le protocole sanitaire et la gestion des cas, Covid ou des cas contacts. Puis, le pass sanitaire et le pass vaccinal dans notre dernière partie. Sachant qu'on va avoir un petit peu de mal à parler du pass vaccinal, puisqu'on n'a pas encore, ni le décret d'application, ni la validation du Conseil constitutionnel. Donc, on se basera, essentiellement sur, le texte de loi tel qu'il a été, voté par les parlementaires. Donc commençons tout d'abord par, les aides de l'État qui perdurent. Maître, peut-on toujours, bénéficier de l'activité partielle? À quelles conditions et quel est le taux de prise en charge, de l'État actuellement? Alors, il est toujours possible de bénéficier de l'activité partielle. Là, ce dont on parle, c'est l'activité partielle classique. On verra juste après l'APLD. Jusqu'au 31 janvier 2022, dans le cadre de cette activité partielle classique, vont subsister deux régimes.
un régime dérogatoire qui est plus favorable, sans reste à charge pour certains types d'entreprises, et puis une indemnisation de droit commun pour les autres. Alors, l'indemnisation dérogatoire sans reste à charge, elle reste maintenue suite à un décret, excusez-moi, du 21 décembre 2021, du 27 décembre 2021. Et dans le cadre de ce régime dérogatoire, l'indemnisation, elle va se situer à hauteur de 70% de la rémunération brute antérieure pour le salarié, et une allocation versée par l'État à l'employeur qui est également de 70% de la rémunération brute, donc avec un reste à charge à hauteur de 0. Il n'y en a pas. Cette indemnisation dérogatoire, elle est maintenue jusqu'au 31 janvier 2022 pour les entreprises, tout d'abord qui sont fermées administrativement, et par exemple les discothèques, les entreprises qui sont soumises à des restrictions qui pourraient entraîner une baisse de chiffre d'affaires à hauteur de 60%. C'est par exemple les cafés, les restaurants, les bars avec des interdictions de consommer debout et dans certaines zones des couvre-feux. On a également les entreprises qui appartiennent à des secteurs d'activité qui sont dits protégés. C'est par exemple le tourisme, la culture, l'événementiel, et qui subissent une perte de chiffre d'affaires le mois où est mis en œuvre l'activité partielle. Avant, la baisse de chiffre d'affaires qui était exigée était d'au moins 80%, et elle va passer à 65%. Dernière catégorie d'entreprises qui sont concernées par l'absence de reste à charge, ce sont les employeurs de salariés qui se trouvent dans l'impossibilité de continuer à travailler pour des raisons liées à des gardes d'enfants ou parce qu'ils sont considérés comme personnes vulnérables. Le deuxième régime, donc qui est le régime de droit commun et qui va concerner toutes les autres entreprises, eh bien, va se situer à hauteur de 60% de la rémunération brute pour le salarié et une allocation versée par l'État à l'employeur à hauteur de 36% de cette rémunération. À compter du 1er février 2022, et si le gouvernement ne prenait pas de nouveaux décrets d'application en ce sens, eh bien, seuls les employeurs de salariés qui sont dans l'impossibilité de continuer de travailler pourront bénéficier de ce régime dérogatoire sans reste à charge. Effectivement, et bon, on peut imaginer qu'il devrait potentiellement y avoir des prolongations, mais pour le moment, on ne sait pas. Alors, en est-il de même pour l'activité partielle longue durée? Oui, alors je rappelle tout d'abord que dans le cadre de l'activité partielle longue durée, le salarié reçoit une indemnité horaire qui est versée par l'employeur qui correspond à 70% de la rémunération brute. Du côté de l'employeur, l'État lui verse une allocation qui équivaut à 60% de la rémunération brute horaire. Mais on a vu juste avant que dans le cadre de l'activité partielle classique, pour certaines entreprises, le reste à charge devrait être de 0. Et donc, finalement, va pouvoir non se cumuler, mais ces entreprises-là pourront, alors même qu'elles sont soumises peut-être actuellement à la PLD, pourront bénéficier de ce régime plus favorable de l'activité partielle classique, le cas échéant. Donc, en conséquence, si les entreprises qui bénéficient d'un taux de prise en charge par l'État à hauteur de 70% de la rémunération horaire brute en cas d'activité partielle classique ont recours à la PLD, elles vont bénéficier d'un taux de prise en charge à hauteur de 70% au titre de la PLD au lieu de 60%. Voilà. Et c'est uniquement pour les entreprises qui sont concernées par aucun reste à charge.
Très bien, merci beaucoup. Alors maintenant, nous allons reparler d'une autre aide qui avait été mise à disposition des entreprises, les prêts garantis par l'État. Y a-t-il eu des prolongations des délais de remboursement? Alors effectivement, le ministre de l'économie a annoncé récemment la révision des termes de remboursement des PGE pour les entreprises en grande difficulté, qui vont avoir la possibilité, une fois que le dossier est examiné et qu'elles ont l'accord de la médiation du crédit, d'étaler les remboursements sur une période qui pourrait aller jusqu'à 10 ans au lieu de 6 ans, et de décaler, de reporter le début du remboursement du PGE dans un délai de 6 mois supplémentaires, et ce jusqu'à la fin de l'année 2022. Très bien, merci beaucoup. Alors, une annonce récente maintenant qui nous vient de notre Premier ministre Jean Castex. Avant-hier, il annonçait de nouvelles mesures pour aider les hôtels, restaurants, le secteur du tourisme et l'événementiel. Pouvez-vous nous résumer un petit peu les annonces qu'il a faites à ce sujet? Oui, alors l'État souhaite tenir compte de répercussions sur l'activité des acteurs de ces secteurs des nouvelles mesures de restriction sanitaire, et notamment Jean Castex évoquait l'interdiction de consommer debout, la perte de clientèle étrangère en raison de mesures donc à dimension plutôt internationale qui limitent les flux touristiques, mais également du recours massif et renforcé au télétravail. Et en raison de l'impact que peut avoir ces mesures sur l'activité de ces acteurs, des aides complémentaires vont pouvoir leur être octroyées. La première aide, c'est une aide exceptionnelle au paiement de leur cotisation salariale d'un montant égal à 20% de la masse salariale brute, salaire plus charge. Vont être concernés davantage les cafés, hôtels et restaurants. Seules les entreprises de moins de 250 salariés affectés par ces mesures peuvent en bénéficier, et sous réserve d'une perte de chiffre d'affaires non plus de 50 mais de 30% sur les mois de décembre et de janvier. La deuxième aide, c'est une exonération pour les mois de décembre et de janvier de charges patronales et des aides au paiement des cotisations salariales de 20% dans les mêmes conditions. Et là vont être davantage concernés le secteur de l'événementiel et les traiteurs en cas de perte de chiffre d'affaires de plus de 65%. Et ces entreprises, c'est également celles qui sont concernées par le zéro reste à charge dans le cadre de l'activité partielle qu'on évoquait juste avant. Très bien. Et en effet, les restaurants sont quand même passablement désertés en ce moment. Je ne sais pas si certains restaurateurs nous écoutent, mais bonne chance à vous et bon courage. Donc, nous allons passer maintenant à notre deuxième partie sur le protocole sanitaire appliqué en entreprise et la gestion des cas Covid. Alors, est-ce que tous les salariés testés positifs au Covid doivent continuer à s'isoler? Alors oui, puisque dès lors qu'un salarié a été testé positif au Covid, il va devoir respecter des règles d'isolement. Mais ces règles d'isolement, elles ont été adaptées récemment, notamment en raison du variant Omicron, et elles diffèrent. Voilà, c'est jamais simple, selon que le salarié va présenter ou non un schéma vaccinal complet. Alors, si le salarié positif présente un schéma vaccinal complet, il doit s'isoler immédiatement et, dans la mesure du possible, télétravailler. Il va réaliser un autre test, antigénique ou PCR, le 5e jour, à partir, alors, soit de la date du début des symptômes, soit à partir de la date du test positif s'il n'en a pas. Si le résultat de ce test est négatif et que le salarié n'a plus de symptômes, si c'était le cas depuis au moins 48 heures, il n'est plus en isolement, il peut revenir travailler.
Si jamais le résultat de ce deuxième test est positif, il doit s'isoler jusqu'au 7e jour, soit à partir de la date de début des symptômes et soit, s'il n'en a pas, à partir de la date du premier test positif. Et c'est seulement à compter de ce 7e jour qu'il ne sera plus en isolement et qu'il pourra revenir travailler. Pour les salariés qui n'ont pas de schéma vaccinal complet, de la même manière, ils doivent s'isoler immédiatement et doivent télétravailler dans la mesure du possible. Ils doivent également réaliser un test antigénique ou PCR le 7e jour à partir de la date de début des symptômes ou à défaut de la date du premier test positif. Si le résultat du test est négatif et que la personne n'a plus de symptômes depuis au moins 48 heures, il n'est plus en isolement, il peut revenir travailler. Et ce qui va changer par rapport aux salariés ayant un schéma vaccinal complet, c'est dans l'hypothèse où le résultat de ce test est positif. Alors là, il va falloir s'isoler non plus jusqu'au 7e jour, mais jusqu'au 10e jour, qu'on décompte à partir de la date de début des symptômes ou de la date du premier test positif. Et c'est seulement à compter de ce 10e jour qui n'est plus en isolement qui peut revenir travailler. Très bien. Et alors, a priori, le test au 5e jour, maintenant, pour les personnes qui ont un schéma vaccinal complet, est plus ou moins optionnel. Enfin, ça fait partie des mesures qui vont rester à préciser aussi dans les jours à venir. Alors, lorsqu'un de nos salariés a été testé positif au Covid, peut-on exiger un test négatif pour autoriser son retour? Alors, à l'issue de la période d'isolement dont je parlais tout à l'heure, de 7 ou 10 jours, donc selon que le salarié présente ou non un schéma vaccinal complet, quoi qu'il en soit, le gouvernement n'impose pas aux salariés de réaliser un nouveau test pour mettre fin à l'isolement et donc l'employeur ne peut pas exiger un certificat médical ou un test négatif pour permettre aux salariés de reprendre son activité. Très bien. Et est-il donc forcément en arrêt maladie? Non, vous aviez évoqué la possibilité de télétravail tout à l'heure, donc j'imagine que non. Voilà, le salarié qui est testé positif et qui est en isolement, il va être en priorité placé en télétravail si c'est possible et s'il ne présente pas de symptômes, si son état de santé le permet. Et à défaut, il sera placé en arrêt de travail dérogatoire qui va lui permettre de toucher les indemnités journalières de sécurité sociale et du complément d'employeur qu'on verra juste après. Très bien. Oui, et puis il y a justement des questions sur le maintien de salaire qui viennent d'arriver dans le chat, donc on en parle juste après. Alors, peut-on mettre en RTT ou en congé un salarié positif au Covid? Effectivement, il y avait des dispositions dérogatoires en termes de congés payés, en termes de RTT qui ont pu être prises dans le cadre de la crise sanitaire, mais ces dispositions dérogatoires, elles n'ont pas été prolongées au-delà du 30 septembre 2021. Donc, on retombe dans le droit commun en matière de prise des congés payés et RTT. Et dans ces conditions-là, dans un délai aussi court, on ne va pas pouvoir mettre le salarié en RTT ou en congé. Et je rappelle qu'en tout état de cause, soit le salarié est en possibilité de télétravailler, soit il présente des symptômes ou il ne peut pas télétravailler. Dans ce cas-là, il sera en arrêt de travail. Très bien, merci, merci beaucoup. Alors maintenant, nous allons parler des cas contacts, vaccinés et non vaccinés, puisqu'on a bien vu que maintenant, on fait la distinction entre ces deux cas. Quelle est la durée de leur isolement au niveau de ces cas contacts? D'accord. Alors, les règles d'isolement, donc, y compris pour les cas contacts, ont été adaptées récemment, toujours pour tenir compte de la diffusion du variant Omicron. Et ces règles diffèrent également selon que le salarié cas contact va présenter un schéma vaccinal complet ou non.
il présente un schéma vaccinal complet, il n'a pas besoin de s'isoler, mais il va devoir réaliser un test antigénique ou PCR immédiatement et dans la mesure du possible, télétravailler. Si le résultat est positif, eh bien, on se référera aux règles d'isolement que j'ai expliquées juste avant. Et si le résultat est négatif, alors le salarié peut continuer à travailler sans devoir respecter une période d'isolement. Par prudence, il faut privilégier quand même le télétravail. Si le salarié n'a pas de schéma vaccinal complet, dans ce cas-là, il doit s'isoler immédiatement et pendant 7 jours après le dernier contact avec le cas positif. Dans la mesure du possible, il doit télétravailler, et à défaut, il bénéficiera d'un arrêt de travail dérogatoire de 7 jours. À compter de ce 7e jour, il va réaliser un test antigénique et PCR. Et s'il est positif, on applique les règles d'isolement énoncées précédemment. S'il est négatif, eh bien l'isolement va prendre fin, il va pouvoir reprendre le travail. Très bien. Alors, il y a Christine qui nous a posé une question sur la prise en charge d'un salarié cas contact le jour où il doit faire son test, alors qu'il n'est dans l'impossibilité de télétravailler. Donc, quand on n'est qu'à contact, de toute manière, on est rappelé par la caisse primaire d'assurance maladie qui peut vous donner un certificat d'isolement. Et on l'aborde un petit peu plus tard, ce certificat d'isolement. Alors, les employeurs sont-ils dans l'obligation de payer les indemnités complémentaires pour les arrêts maladie liés à la Covid-19 ? Alors, les arrêts maladie liés à la Covid-19, ce sont des arrêts de travail dérogatoires et le dispositif applicable a été prolongé, et ce au plus tard jusqu'au 31 décembre 2022. Donc pour les salariés qui se trouveraient dans l'impossibilité de travailler, compris à distance, donc en lien avec le Covid-19, vont se voir indemnisés par la CPAM de manière dérogatoire, c'est-à-dire sans vérification de conditions d'ouverture de droit, sans délai de carence, et l'arrêt de travail dérogatoire ne sera pas pris en compte dans le décompte des durées maximales de prise en charge. L'arrêt de travail va également ouvrir droit à une indemnité complémentaire de la part de l'employeur, sans, de la même manière, que les conditions en principe requises, et notamment par exemple d'un an d'ancienneté, soient applicables, sans délai de carence, et sans pouvoir lui opposer les indemnités qu'il aurait déjà perçues avant, ou tenir compte de la durée de ce nouvel arrêt dans les durées d'indemnisation maximales. D'accord, très bien, merci beaucoup. Donc, plusieurs salariés sont cas contact et donc absents. Ils ont adressé à l'entreprise leur certificat d'isolement, mais le service RH s'étonne de n'avoir reçu aucun arrêt de travail. Doivent-ils bénéficier d'un arrêt de travail ou doit-on considérer qu'ils sont en absence injustifiée ? Alors, il faut savoir que l'attestation d'isolement, en réalité, vaut arrêt de travail dérogatoire. Donc, les salariés qui adressent une attestation d'isolement à leur employeur sont placés en arrêt de travail, n'ont pas à justifier d'un arrêt de travail classique et n'ont pas à être placés en absence injustifiée, bien au contraire. Très bien. Donc, ça répondait à la question de Christine. On n'est qu'à contact, on demande son certificat d'isolement le temps de faire son test et on revient travailler en fonction du résultat du test. Alors, ça c'est pareil, c'est un sujet que vous avez abordé un petit peu au début de la webconférence. Plusieurs de nos salariés doivent s'absenter car les classes scolaires de leurs enfants sont fermées. Doivent-ils poser des congés? Doit-on les placer en activité partielle? Et quels justificatifs doivent-ils fournir? Oui. Alors, les salariés ne peuvent pas être contraints à poser des congés payés sans que l'employeur respecte les règles de droit commun. On a vu que les dispositions dérogatoires sur ce point n'avaient pas été prolongées. Pour les salariés qui seraient dans l'incapacité de télétravailler, l'employeur va mettre en œuvre un dispositif d'activité partielle sans reste à charge qui va s'appliquer pendant la période scolaire
et aux parents d'enfants de moins de 16 ans ou d'enfants handicapés sans limite d'âge. Ce dispositif ne peut bénéficier qu'à un seul parent par foyer et il va s'appliquer dès le premier jour de l'arrêt de travail et au plus tard jusqu'à la fin de la période d'isolement. Il y aura des justificatifs à fournir par le salarié à l'employeur, dont un justificatif qui va attester de la fermeture de classe, qui va être fourni par l'établissement scolaire notamment, et une attestation sur l'honneur qu'il est le seul des deux parents qui demande à bénéficier du dispositif d'activité partielle pour les jours concernés. Alors, il y a beaucoup de questions qui arrivent encore, notamment une question qu'on a déjà abordée lors d'une précédente webconférence. A-t-on le droit de demander à un salarié son schéma état vaccinal? Normalement, non, parce qu'il y a quand même le secret médical qui existe malgré tout, même si en ce moment, on a pas mal tendance à l'oublier. Alors, c'est tout l'aspect délicat de ces nouvelles directives qui ont été édictées en fonction du statut vaccinal des salariés. Effectivement. Alors, quel peut être le rôle des élus de CSE dans le respect du protocole sanitaire? Alors, on a vu dès le début de la crise sanitaire qui a nécessité finalement de nombreuses adaptations de l'organisation du fonctionnement de l'entreprise. Le CSE se retrouve en première ligne. Et d'ailleurs, le ministère du Travail, à l'occasion des différentes mises à jour des différents protocoles sanitaires, a toujours rappelé de manière constante que le dialogue social constitue un élément essentiel pour la mise en œuvre des mesures sanitaires et que l'employeur est obligé d'associer les représentants du personnel pour décliner les mesures dans l'entreprise. L'employeur ne peut donc pas et ne doit donc pas déterminer seules les mesures qui vont permettre d'assurer la protection des salariés. Le CSE, il a de réelles attributions en matière de prévention des risques professionnels et donc il a un rôle clé dans l'intégration des normes et notamment du protocole sanitaire dans l'entreprise. Il doit veiller quelque part à la bonne application de ces règles sanitaires qui sont rappelées dans le protocole sanitaire. Dans le cadre de ces attributions, il va pouvoir formuler des propositions qui visent à améliorer les conditions de travail au regard toujours de ce protocole sanitaire notamment. Et l'employeur est tenu de répondre à ces sollicitations en indiquant clairement les suites données aux recommandations. Dans le cas d'une atteinte manifeste à la santé physique et mentale des salariés, notamment parce que le protocole sanitaire ne serait pas du tout respecté, le CSE a la possibilité de mettre en œuvre, on en a déjà parlé, du droit d'alerte. Et il va finalement contraindre l'employeur soit à mettre en place le protocole sanitaire, soit à minima à apporter une réponse motivée sous un mois maximum. De façon alternative au droit d'alerte, les membres du CSE peuvent aussi saisir l'inspection du travail de toutes les plaintes relatives au respect des règles de sécurité et notamment sanitaires. Donc, en conclusion, il est le garde-fou du respect du protocole sanitaire et du respect des mesures de protection, de prévention qui doivent être mises en place dans ce cadre. Au-delà de la stricte application du protocole sanitaire, le CSE il est sollicité à d'autres moments dans le cadre de cette crise et notamment, je rappelle qu'il doit être informé et consulté sur la mise en place, alors actuellement du pass sanitaire, mais on va voir qui a vocation à être transformé en pass vaccinal, si ce pass sanitaire ou vaccinal affecte l'organisation de l'entreprise. L'information, elle doit se faire sans délai, par tout moyen, dès la mise en œuvre des mesures, et elle va déclencher finalement le délai d'un mois de consultation du CSE pour rendre son avis. Donc, en cette période de crise sanitaire, le CSE va être, et l'est déjà, extrêmement sollicité.
Oui, je confirme, il est extrêmement sollicité. Étant moi-même élue de CSE, je confirme. Alors, parlons maintenant du recours au télétravail. Quelle fréquence de télétravail est exigée par l'État pour les salariés qui peuvent le faire et quelles sont les sanctions, alors, je vais dire, envisagées en cas de non-respect par l'employeur? Oui, alors le protocole sanitaire national, il a été mis à jour dernièrement, le 3 janvier 2022, et il prévoit que les employeurs ont l'obligation de fixer un nombre minimal de 3 jours de télétravail par semaine, toujours pour les postes qui le permettent. Et si l'organisation du travail, la situation des salariés le permet également, ce nombre peut être porté à 4 jours par semaine. Alors, cette mesure qui devait être mise en place à compter du 3 janvier 2022 pour une durée de 3 semaines, donc soit jusqu'au 23 janvier 2022, pourrait être prolongée puisque hier, la ministre du Travail a annoncé que le gouvernement envisageait cette prolongation pour encore 2 semaines, toujours en raison de la circulation du variant Omicron. Voilà. Et le projet de loi sur le pass vaccinal, étudié actuellement par le Conseil constitutionnel, eh bien, a précisé une sanction en cas de non-respect. Alors, c'est des règles sanitaires, mais qui inclut justement le recours au télétravail et qui prévoit que l'inspection du travail, qui constaterait le non-respect de ces mesures, pourrait adresser à l'employeur une mise en demeure assorti d'un délai d'exécution pour se mettre en conformité. Et si, à l'issue de ce délai, eh bien, l'inspecteur du travail constaterait que la mise en demeure n'a pas été suivie des faits par l'employeur, une amende peut être prononcée et le montant maximal qui au début était de 1 000 €, enfin envisagé en tout cas, dans le projet de loi qui est soumis au Conseil constitutionnel, ce montant est de 500 € et peut être appliqué autant de fois qu'il y aura de travailleurs concernés par le manquement au télétravail dans une limite de 50 000 € voilà, comme montant. En termes de statistiques, voilà, pour vous donner un petit peu une idée du nombre de contrôles ou en tout cas de mises en demeure qui ont été notifiées, depuis mars 2021, on parle de plus de 500 mises en demeure qui, à ce jour, pour 90% d'entre elles, ont été suivies des faits. Très bien, merci beaucoup et rappelons également qu'Elisabeth Borne a précisé que au niveau des inspections du travail, ils sont très axés sur les contrôles en ce moment et qu'elle elle fait tout pour qu'il y ait au moins 5 000 contrôles par mois en ce moment. Alors, nous allons aborder donc la dernière partie qui est un petit peu délicate puisque nous parlons donc du pass sanitaire et du pass vaccinal. Nous allons donc être très prudents puisque, comme je vous le disais au début de la webconférence, nous n'avons comme base réelle que le texte tel qu'il a été voté à l'Assemblée nationale et au Sénat, puisque le Conseil constitutionnel a été saisi et il ne rendra son avis que demain. Et du coup, il faudra attendre également les décrets d'application qui suivront l'avis du Conseil constitutionnel. Et du coup, en plus de l'email avec la vidéo qu'on a l'habitude de vous envoyer à l'issue des webconférences, si les informations venaient à tarder à arriver, nous vous enverrons un autre email avec toutes les informations mises à jour. Alors, pouvez-vous donc nous rappeler quelles entreprises doivent contrôler et respecter le pass sanitaire et jusqu'à quand ces mesures sont-elles applicables? Alors, à date, le pass sanitaire reste applicable aux salariés des entreprises
qui exercent leur activité dans des établissements dont l'accès au public est conditionné à la présentation de ce pass et qui sont en contact avec le public. Je le rappelle, même si tout le monde le sait maintenant, sont concernés par ce pass sanitaire tous les lieux d'activité et de loisirs, les lieux de convivialité, de restauration, les transports publics longue distance ou interrégions, les établissements de santé, les hébergements touristiques. Avec une exception pour les salariés qui travailleraient dans ces établissements, qui ne travailleraient pas dans des espaces accessibles au public ou qui travailleraient en dehors des horaires d'ouverture au public, ne sont pas concernés par l'obligation de présenter ce pass sanitaire. Le pass sanitaire qui a été mis en place, en principe, devait être applicable jusqu'au 31 juillet 2022. On l'a vu et on aura sûrement confirmation dans les prochains jours que le pass sanitaire a vocation à être transformé en pass vaccinal et c'est peut-être à ce moment-là qu'il prendra fin et pas au 31 janvier 2022. Très bien, merci beaucoup. Donc, le pass vaccinal va avoir tendance à remplacer le pass sanitaire. Aura-t-il des incidences sur les entreprises? Alors, c'est difficile en tout cas de définir dans le détail quelles pourraient être ces incidences puisqu'on n'a pas encore les conditions de mise en application de ce pass vaccinal dans les entreprises. Et justement, il y a un conseil de défense sanitaire qui se tenait aujourd'hui et au cours duquel pourraient être discutées ces conditions d'application. Donc, on en saura peut-être plus ce soir ou dans les prochains jours. Il faut savoir qu'avec le pass sanitaire, c'est ça la différence, il était possible de présenter une preuve sanitaire parmi 3 possibilités, soit la preuve d'un schéma vaccinal complet, soit un test négatif PCR antigénique ou un test positif PCR antigénique qui attestait du rétablissement de la Covid-19 datant d'au moins 11 jours et de moins de 6 mois. Avec le pass vaccinal, seul le schéma vaccinal complet sera accepté. Donc, un test négatif au Covid-19 ne suffira plus. Ce pass, il sera exigé, le pass vaccinal, dans presque tous les lieux où le pass sanitaire est actuellement nécessaire. Et donc, concrètement, seules les personnes vaccinées, donc les salariés vaccinés, pourront accéder à ces endroits, à ces événements, à ces services. Le pass vaccinal aura donc des incidences pour les entreprises dont les salariés soumis au pass sanitaire actuellement ne seraient pas déjà vaccinés ou dont le schéma vaccinal serait incomplet. Je précise qu'un décret a été annoncé également qui devrait venir préciser les modalités d'application d'un pass vaccinal transitoire pour les salariés qui auraient reçu une première dose mais n'auraient pas le schéma vaccinal complet encore. Donc, il y a beaucoup de détails qui devront être précisés. Voilà, ça reste assez général pour le moment. Je termine en disant que, comme Olivier Véran le reconnaît lui-même, en fait, le pass vaccinal, c'est une forme déguisée d'obligation vaccinale. Et donc, l'incidence pour les salariés, ça va être de devoir se faire vacciner pour ceux qui travaillent dans ces lieux. Alors, juste une petite question de Sophie qui posait une question sur le pass vaccinal. Donc, je rappelle qu'on est en attente des décrets d'application qui mentionne un salarié qui a contracté le Covid et qui se demande si il pourra reprendre le travail au cours des 8 mois qui suivent sa guérison du Covid, puisqu'il obtiendra un pass sanitaire, mais pas un pass vaccinal. A priori, la logique voudrait que oui, mais encore une fois, on attend les décrets d'application. Si je comprends bien votre question, Sophie, vous parlez d'un salarié qui n'a jamais été vacciné, qui a juste attrapé la Covid, pardon, et qui du coup bénéficie du pass sanitaire du fait qu'il a guéri du Covid.
il faudra quand même vraisemblablement qu'il se fasse faire une première injection rapidement dans les 6 mois qui suivent sa guérison pour pouvoir avoir le pass vaccinal. Oui, je suis d'accord, hein, c'est à confirmer, mais effectivement, enfin, de ce qu'on a pu lire, mais pour l'instant, on n'a pas de détails, hein, mais le certificat de rétablissement au Covid-19, il ne sera pas assimilable à un pass vaccinal, ou en tout cas que pendant une courte durée avant qu'ils puissent se faire vacciner, puisqu'on sait que si on a eu le Covid récemment, on ne peut pas recevoir de dose tout de suite de vaccin. Donc voilà, mais à confirmer effectivement selon les décrets d'application qui vont sortir. Oui. Alors, l'un de nos salariés devant fréquemment se déplacer en France n'est, semble-t-il, pas vacciné. Peut-on suspendre son contrat de travail puisqu'il ne pourra plus effectuer ses déplacements professionnels? Alors, pour répondre à cette question, je vais me référer à ce qui est actuellement en vigueur avec le pass sanitaire, hein, puisqu'on n'a pas les décrets d'application pour le pass vaccinal, mais qui potentiellement aurait vocation à s'appliquer au pass vaccinal. L'employeur, donc on l'a vu, il est chargé d'assurer et de contrôler que les salariés qui, en tout cas, ont besoin d'un pass sanitaire pour travailler, eh bien, puissent, enfin, en est bien un et le présente. Et donc, si jamais ce n'était pas le cas et que le salarié avait besoin de ce pass pour une partie de son activité du moins, l'employeur, il n'a pas d'autre choix que de constater que le salarié ne peut plus exercer son activité. Ça, c'est la première chose. Et donc, ça conduit l'employeur à suspendre les fonctions et le contrat du salarié, ce qui est prévu actuellement, mais ce n'est pas une solution, disons, inéluctable. Et le gouvernement a prévu des solutions alternatives d'attente en permettant aux salariés, alors avec l'accord de l'employeur, d'utiliser des jours de repos, de congés payés, ou alors de l'affecter à un poste qui ne serait pas soumis à l'obligation de présentation du pass sanitaire ou du pass vaccinal, ou de le mettre en télétravail intégralement si les missions sont éligibles à ce mode d'organisation du travail. Donc c'est vraiment si l'une de ces solutions alternatives, qui sont des propositions, pas des obligations, qu'on imagine bien de toute façon temporaire, n'est pas retenue, qu'il appartient à l'employeur de notifier par tout moyen, dit le texte, la suspension de son contrat de travail. Très bien, merci beaucoup. Et du coup, un licenciement est envisageable rapidement? Oui, alors rapidement, c'est un petit peu compliqué. Donc, dès lors que le législateur est parti sur un mécanisme de suspension du contrat de travail, cela semble s'opposer dans son principe même au prononcé d'un licenciement directement et exclusivement fondé sur le non-respect de l'obligation de présentation d'un pass vaccinal, d'accord? Toutefois, le ministère du Travail, dans son question-réponse, avait laissé ouvert la possibilité de sanctions et notamment d'un licenciement en indiquant, je cite, qu'à l'issue et dans le cas d'une situation de blocage persistante, les procédures de droit commun concernant les contrats de travail peuvent s'appliquer. Et là, je n'aurai pas le temps de détailler, mais il faudrait bien justement comparer avec la jurisprudence et les différents motifs de licenciement qui sont envisagés dans un cas de figure similaire pour avoir, en tout cas, pouvoir apporter des éléments de réponse, mais ça se fera au cas par cas. Alors, il y a une dernière question de Gladys également qui me pose la question à propos d'un directeur d'une entreprise de service à la personne qui ne reçoit pas le public. Doit-il avoir un schéma vaccinal? Et là encore, malheureusement, on ne peut pas trop répondre en l'absence des décrets d'application. La logique voudrait que oui, mais ce sera à confirmer avec les décrets, n'est-ce pas, maître? Oui, exactement.
Voilà, donc nous arrivons au terme de notre webconférence. J'espère que ce format vous a plu et que vous avez obtenu réponse à vos questions. Donc, n'hésitez pas à contacter Maître Bollard pour toute question complémentaire. Euh, donc, je vous remets ces coordonnées à l'écran. N'hésitez pas également à nous donner votre avis sur cette webconférence grâce au lien que Marine vous transmet via le chat. Vos avis sont précieux, ça nous permet de nous améliorer, nous en tenons toujours compte. Et comme annoncé au début de la webconférence, donc nous vous donnons également la possibilité de poser votre première question gratuitement à nos juristes. Là encore, Marine vous transmet le lien dans le chat. J'invite également les élus à nous rejoindre dans nos 2 groupes privés sur Facebook et sur LinkedIn où nous pourrons continuer les échanges. Enfin, je vous donne rendez-vous donc pour notre prochaine webconférence. Elle aura lieu jeudi 3 février à 14 heures. Nous y évoquerons l'égalité homme-femme et nous parlerons plus particulièrement de l'index égalité homme-femme, puisque il doit être communiqué avant le 1er mars. Donc, ça vous laissera le temps de remplir vos obligations entre le 3 février et le 1er mars. Donc, cette webconférence s'adressera, comme aujourd'hui, aux chefs d'entreprise, aux RH et aux représentants du personnel. Et là encore, Marine vous a sans doute communiqué le lien pour vous inscrire ou ça ne saurait tarder. Donc, merci encore à vous, Maître Bollard, d'avoir accepté d'animer cette webconférence avec moi. Merci beaucoup à vous et j'espère que j'aurai pu répondre et apporter des éléments de réponse et des éclairages sur les mesures qui se poursuivent et puis les mesures à venir dans un contexte où tout évolue très vite et où il faut s'adapter, être réactif. Donc voilà, j'espère, je vous remercie encore de votre attention et puis peut-être à bientôt. Oui, bah, au revoir, maître, et à très bientôt, j'espère. Je vous remercie toutes et tous d'avoir assisté à cette webconférence. Je vous dis au revoir et à très bientôt.